des personnes de la CPR. Alors j'interviens au titre de doctorant, je suis encore en études, et effectivement je travaille et je termine une thèse dont le titre provisoire est « Les crypto-monnaies et leurs institutions, la gouvernance monétaire comme espace institutionnel et politique ». Alors, je vais très rapidement souligner mon positionnement théorique et méthodologique. J'emprunte plutôt à de l'institutionnisme monétaire francophone, une forme de socio-économie. Je mobilise, on va dire, des approches de type ethnographique, économique, et je vais bien entendu puiser aussi dans la sociologie des sciences et techniques et la sociologie des controverses, qui permettent effectivement d'analyser très précisément ce qui se passe derrière ces technologies de blockchain et les protocoles de registre distribué. Et donc tout de suite, je vous précise aussi que ma démarche est plutôt de type qualitative, et elle repose en fait tant sur des recherches dans le monde virtuel avec des analyses documentaires, de la netnographie et des immersions participantes. Et puis dans le monde réel, j'ai aussi fait des observations participantes, participé à différents colloques, différents réunions de bitcoiners, de membres de la communauté Ethereum, et j'ai aussi réalisé des entretiens semi-dirigés, dont au final, à la fin de ma thèse, j'en suis à 28. Voilà. Alors, on m'a demandé de réaliser un petit peu une présentation sur la gouvernance des crypto-monnaies, et je propose d'arriver avec un titre qui souligne que cette gouvernance doit être analysée de manière multidimensionnelle. Alors, je vais essayer d'être rapide et synthétique, parce que c'est vrai qu'on m'a demandé de faire une intervention de 20 minutes, mais je m'intéresse, moi, depuis longtemps à la question de la gouvernance monétaire et financière de nos économies. Et donc, quand j'ai vu aussi apparaître Bitcoin, c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Et au fond, mon but, c'est effectivement d'affirmer que pour qui veut appréhender de manière un petit peu fine les questions de gouvernance des crypto-monnaies, il va être impératif, en fait, de mobiliser un cadre d'analyse multidimensionnel qui allie tant la compréhension des enjeux techniques de ces objets, ce qui est souvent très largement souligné par la littérature académique. Elle insiste beaucoup sur les dimensions techniques de Bitcoin. Et moi, je veux lui ajouter à cette analyse technique, bien entendu, des dimensions sociales, économiques, politiques et communautaires qui, je vais essayer de vous le démontrer, sont fondamentales pour qui veut comprendre justement la gouvernance des crypto-monnaies. Alors mon but, au fond, la grande thèse ici, va être de vous montrer que, d'une certaine manière, au lieu d'avoir une monnaie dite acéphale, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Favier, Huguette et Bataille, au contraire, je vais essayer de souligner en quoi elle est distribuée, et donc cette gouvernance est polycentrique. Donc en fait, je vais substituer d'une certaine manière cette absence de tête à la présence d'une multiplicité de têtes, d'où ma figure de l'hydre de Lerne, puisqu'elle permet de souligner qu'on a bien des têtes, donc des lieux et des acteurs qui vont prendre des décisions, qui vont suivre un certain nombre de dispositifs, de process permettant de la coordination, voire de la coopération, et par contre que, bien entendu, comme dans la mythologie de l'hydre, on est face à un monstre dont si une tête est coupée, la bête ne meurt pas, puisque d'une certaine manière, à la place de la tête coupée, va apparaître de nouvelles têtes, et donc qui soulignerait une forme de résilience de ce polycentrisme des crypto-monnaies. Alors, rapidement, un petit rappel sur Bitcoin. Donc, on a un lancement le 3 janvier 2009, en fait, donc c'est 12 ans. On a aujourd'hui une capitalisation de marché de près de 692 milliards de dollars, un volume d'échanges quotidien assez important sur les bourses d'échange, avec près de 65 milliards de dollars qui s'échangent quotidiennement. Quotidiennement aussi, le réseau lui-même, en dehors des passerelles et des bourses d'échange, vous avez 300 000 transactions qui sont traitées quotidiennement, qui émanent de près d'1 million d'adresses actives uniques, c'est quand même beaucoup, et pour une valeur médiane des transactions de 800 000 $, ce qui souligne une plage de paiement assez particulière. On est face à une technologie qui est mobilisée surtout pour des paiements de forte valeur nominale. Donc, suivant effectivement le statut open source de Bitcoin, les codes, ils sont ouverts à tous, on peut les copier, les modifier, et on a vu dans son sillage l'apparition d'une très grande diversité d'objets. On a aujourd'hui près de 6130 crypto-monnaies ou apparentées, vous allez voir pourquoi je dis apparentées, qui s'échangent sur plus de 419 places d'échange,
à travers le monde, hein. Je vous rappelle que le marché des crypto-monnaies en général est un marché qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, donc il n'est jamais coupé, et on a une capitalisation totale très importante, dont le Bitcoin compte pour plus de 67%, voire 70%, c'est des chiffres qui varient énormément. Alors, pourquoi j'ai dit apparemment? Parce que d'une certaine manière, mon travail, lui, a dû se focaliser sur certains types d'objets. Donc, j'ai choisi, moi, de m'intéresser pratiquement à Bitcoin et à Ethereum, qui sont les deux protocoles de registre distribué les plus actifs aujourd'hui et qui sont premier et deuxième en termes de capitalisation de marché. Je mets des guillemets parce que je suis pas sûr que ce soit la caractéristique la plus pertinente et l'outil de mesure le plus pertinent. Mais alors, pourquoi je suis parti sur Bitcoin et Ethereum? Parce que je considère qu'elles recouvrent réellement ce que le terme crypto-monnaie pour moi contient. C'est-à-dire, j'utilise le terme crypto-monnaie parce qu'il me permet déjà d'affirmer l'essence proprement monétaire de ces objets, ce qui est largement débattu aujourd'hui, tant par les praticiens en banque centrale, les régulateurs, mais aussi les économistes. Et surtout, une fois que je déclare qu'ils sont monnaie, pourquoi j'ai besoin d'une nouvelle catégorie de monnaie pour le penser? Parce que je pense, en tout cas c'est en partie ma thèse, je pense que c'est des nouvelles formes monétaires dont la nouveauté repose, bien entendu, sur cette gouvernance très particulière, avec un consensus multiparti qui se fonde, bien entendu, au niveau du protocole lui-même, mais qui renvoie aussi, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, à une gouvernance communautaire, distribuée, polycentrique, qui, en fait, n'est pas que technique, mais qui est aussi économique, sociale et politique. Donc, l'idée, le critère discriminant ici, c'est l'idée qu'avec des crypto-monnaies, on n'a pas de pouvoir discrétionnaire sur l'infrastructure par un membre ou une organisation de membres, et donc que les données endogènes qui y sont consignées, l'historique des transactions, ne peut pas être censuré, ne peut pas être modifié arbitrairement et discrétionnairement par une entité spécifique. Alors, dans ce cadre-là, vous le voyez sur mon petit schéma, les crypto-monnaies sont bien différentes des monnaies digitales. Je pense aux monnaies digitales banque centrale, dont on parle beaucoup, puisqu'ici, on conserverait un pouvoir discrétionnaire de l'autorité monétaire dans la création de la monnaie. Et d'une certaine manière, les crypto-actifs, ces très nombreuses expériences et qui se vendent souvent comme des crypto-monnaies, sont pour nous plutôt ce qui est représenté par des actifs au sens des titres financiers, c'est-à-dire qu'on a bien un émetteur central, et cet émetteur central, de fait, dispose de pouvoirs exorbitants et discrétionnaires sur ce qui se passe tant dans son protocole que éventuellement sur le prix de l'actif lui-même. Donc, en ce sens-là, mon objet, les crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, se distinguent encore une fois par cette gouvernance d'un nouveau genre qui apparaît. Alors, pourquoi d'un nouveau genre et pourquoi d'une certaine manière elle ne fait aussi que renouveler des débats qui existent déjà? C'est qu'on a en fait à travers Bitcoin, puisque cette présentation j'ai surtout insisté sur Bitcoin, des objets monétaires qui naissent et qui visent en fait à offrir des systèmes de paiement décentralisés qui seraient viables de par leurs incitations protocolaires, qui seraient efficaces, qui seraient transparents et ouverts à tous et non censurables. Alors, en opposition au système monétaire hiérarchisé traditionnel, l'objectif ici, c'est d'autonomiser les missions et la régulation monétaire des relations politiques et sociales, puisque le protocole lui-même vise à encadrer par le code la quantité totale d'unités monétaires émises, 21 millions pour Bitcoin, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et bien entendu de leur circulation. Pensez bien, le réseau Bitcoin se construit aussi dans l'idée de réguler les transactions, au sens où on ne va pas autoriser une transaction qui dépenserait 2 fois les mêmes unités de Bitcoin, le fameux problème de double dépense. Donc, au fond, pour ces gens-là, en tout cas si on suit Nakamoto et certains des promoteurs de Bitcoin de la première heure, nous serions donc face à une monnaie saine, puisqu'elle serait préservée des interférences de la politique monétaire et de l'inflation qu'elle créerait toujours et partout. Et de fait, nous, en tant que chercheurs et intéressés de la monnaie, moi, quand j'ai entendu parler de ces choses-là et quand j'ai vu ces ambitions théoriques, j'étais un petit peu surpris. Comment pouvions-nous parler de monnaie quand on était face à justement des choses, des affirmations qui me semblaient profondément antithétiques de ce que recouvre théoriquement et pratiquement l'argent?
lien à la confiance, de l'importance de l'autorité, la présence d'institutions, de tiers, etc. Et donc, on a vraiment cette idéologie d'une partie de la communauté qui viendrait à nous dire ces systèmes sont sans confiance, on n'a pas de tiers, les banques centrales, les banques sont remplacées et supprimées puisqu'on n'aurait que des nœuds d'un réseau qui gère les transactions et qui consigne dans un registre de données canonique la totalité de ce qui s'est passé. Et donc, ces opérateurs seraient totalement indifférenciés, ils ne se connaîtraient pas, ils n'auraient au fond que des relations via la chaîne, des relations on-chain dans le protocole et qui suivraient au fond des modalités de coordination minimale, celles du protocole. Souvenez-vous, les mineurs, on le verra, sont logiquement uniquement en train de lier des relations de concurrence entre eux pour la résolution de la preuve de travail. Et donc, c'est parce qu'ils sont en concurrence entre eux que le système fonctionnerait et fonctionnerait, bien entendu, sans intermédiaire. Elle serait donc en fait cette monnaie garantie par un consensus mathématique et non politique. C'est un petit peu la citation des frères Winklevoss, des figures importantes et des promoteurs importants de la technologie. Et d'une certaine manière, moi, toutes ces ambitions, ces prétentions, d'une certaine manière, à soustraire la monnaie du politique, à substituer à la dimension politique et au débat qui le constitue par la technique, mon but va être de montrer qu'au fond, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Et si, bien entendu, le protocole lui-même joue un rôle fondamental, on verra qu'en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce champ si on évince d'autres relations. Alors, déjà, et ça je vais essayer de passer très vite puisque je vois que le temps passe, donc l'idée, toujours, je suis un académique, donc mon but c'est aussi de redéfinir un petit peu les termes que je mobilise. Le concept de gouvernance, il est problématique, tant dans le champ académique que dans le champ des crypto-monnaies. Or déjà dans le champ académique, tout simplement parce qu'on a en fait un concept qui est profondément polysémique et controversé, on n'a pas de définition unique. On va avoir des usages normatifs et politiques d'un côté. Alors, je vous renverrai au texte de Rhodes, par exemple, de 98, qui du côté des usages normatifs et politiques, en retrouve 4. Vous avez ici toujours une redéfinition des objectifs et des moyens de l'action publique. L'idée ici, c'est d'avoir une bonne gouvernance, d'où la dimension très profondément normative. Et souvent, ça se traduit par un état minimal, l'introduction de logiques de marché ou de quasi-marché dans la fourniture des services publics. Bon, certains auteurs, Baron, Rhodes, Roderick, Paille, vont nous expliquer que c'est des usages qui sont souvent le cache-nez de politiques ultralibérales. À l'opposé, on a des usages du concept de gouvernance qui sont plus positifs et scientifiques, vont être plutôt mobilisés logiquement par des chercheurs dans des recherches plutôt qualitatives et dans l'analyse de cas empiriques situés. Et ici, au fond, pas de normativité. L'idée, c'est juste qu'à travers ce concept, on va pouvoir questionner des processus à l'œuvre dans l'élaboration de compromis collectifs, comme la légitimité de ces consensus qui sont atteints. Ça permet de souligner la pluralité des acteurs, privés, publics, et dans le privé, on va voir qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, réduire cela uniquement à de la coordination hiérarchique. On peut rentrer des individus simples, les ONG, enfin la société civile, et aussi de questionner les formes et les modalités de résolution des conflits et l'obtention de consensus. Alors, le terme même de gouvernance au niveau économique et du champ monétaire, là encore, on a aussi une forme d'opposition théorique entre écoles académiques qui en fait se fonde sur une opposition tant sur la nature de la monnaie que sur la question de sa bonne gestion par les autorités monétaires. D'un côté, on va avoir des écoles qui vont être plutôt des tenants de la neutralité monétaire ou de la neutralisation de la monnaie, c'est-à-dire qu'au fond, il faut neutraliser cette monnaie par une bonne gestion qui correspondra toujours pour une banque centrale d'assurer seulement la stabilité de l'unité de compte et pour s'assurer du maintien de cet objectif, la mise en place de règles et de contraintes fortes qui pèsent sur la politique monétaire et les autorités qui en ont à charge. Cette famille va des débats du currency school versus banking school au monétarisme versus keynésien. Donc voilà. De l'autre côté, voilà,
la question plutôt banking school ou l'avis plutôt keynésien seront de symétriser en fait l'objectif de stabilité de l'unité de compte avec celui de la stabilité du système de paiement. On ne va pas, au détriment de la stabilité du système de paiement, maintenir coûte que coûte la neutralité et la stabilité de l'unité de compte. Ça va s'incarner dans le prêt en dernier ressort. Le but ici du banquier central est d'empêcher un établissement financier ou bancaire systémique de s'effondrer, puisque ça remettrait en cause la totalité du système de paiement. Et donc ici, au fond, la bonne gouvernance se traduit plutôt par une capacité qu'auraient les autorités monétaires à réaliser des actions discrétionnaires à un temps donné, d'un montant donné, afin d'éviter tout effondrement systémique. Je vous renverrai, bien entendu, aux travaux de Kindleberger, de Galbraith, de Friedman, de Feiertag et Margeria sur ces questions. Alors, on en revient à nos crypto-monnaies. Au fond, le concept même de gouvernance pour les crypto-monnaies, lui aussi, est particulier. Nous, quand on les a découverts, on a vu une proximité assez proche, justement, avec la vision que je viens de vous décrire sur les tenants de la neutralité. C'est-à-dire que là, on avait, dans cette famille ici, on peut trouver aussi des visions très radicales au sens monétaire, avec les théories du free banking, qui visent effectivement à soustraire le pouvoir d'émission monétaire et le monopole monétaire aux États et aux banques centrales par la mise en concurrence d'une multitude d'émetteurs privés qui permettraient d'obtenir de la monnaie de bonne qualité et éviterait en fait que l'ordre politique utilise le levier monétaire à des fins politiques. Et quand on découvre les crypto-monnaies, de fait, ces parentés théoriques nous semblent assez fortes. On voit bien que les crypto-monnaies, d'une certaine manière, réactivent ce débat et le radicalisent, puisqu'elles vont encore plus loin. On aurait un protocole qui remplacerait directement toutes les banques et on aurait, au fond, même complètement déconnecté, l'émission de monnaie de la sphère réelle de l'économie. Là où pour les tenants du free banking ou du monétarisme, on avait quand même une connexion, une liaison entre la croissance réelle et éventuellement la croissance de la masse monétaire. Donc, malgré ces proximités, avec ces théories économiques un petit peu de neutralité de la monnaie, en fait, pour les acteurs de ce champ, il y a un refus presque catégorique d'utiliser le mot gouvernance. Pour eux, ce concept correspondrait trop aux formes existantes qui pêcheraient ontologiquement par des principes politiques, des débats qui, en fait, parasiteraient l'émergence d'une monnaie saine. Et donc, le but, c'est vraiment de s'extraire de ces logiques-là par une substitution technique. Or, ce rejet et cette volonté de remplacer des organisations sociales, humaines, et des institutions comme la Banque centrale, seraient en fait héritées, pour certains en tout cas, du terreau philosophique premier de ces expériences que sont la pensée cypherpunk et crypto-anarchiste développée dans les années 90. Alors, comme d'habitude, c'est une communauté vaste aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, sur Bitcoin, on a plus d'1 million de consommateurs qui sont évalués par l'Université de Cambridge. Donc, on ne va pas pouvoir dire que cette communauté est très profondément homogène en valeur. Et au contraire, en fait, elle est hétérogène. Mais à travers la totalité de mes entretiens, de mes recherches, je vois apparaître grosso modo deux idéotypes. Un premier correspondront à des acteurs qui affirment l'absence de gouvernance. Bitcoin n'a pas de gouvernance et c'est pour ça que c'est une expérience monétaire intéressante. Pour d'autres, au contraire, ils vont être un petit peu gênés de ce terme, mais d'une certaine manière, ils vont reconnaître l'existence d'une gouvernance, en tout cas parce qu'ils ne peuvent que souligner qu'il existe un certain nombre de process pour faire évoluer le protocole, ce que vous avez vu, vous, dans le webinaire précédent. Et donc, de fait, il y a bien la reconnaissance d'une gouvernance minimale, implicite et informelle, et par contre, toujours la volonté chez eux de la minimiser, de faire que les débats et conflits soient limités au maximum. Bon, je vous avais mis quelques citations pour que vous puissiez vous comprendre un petit peu ces deux idéotypes. Je vois le temps passer, je les passe. Alors, la théorie académique, enfin, la littérature académique qui s'est intéressée à ces questions, elle me semble un petit peu ambivalente et je suis assez insatisfait parce que trop souvent, les textes insistent uniquement sur la gouvernance technique. On repart de Bitcoin, son white paper, et on ne souligne que l'existence de nœuds, le protocole, le minage, en fait, toutes ces dimensions très profondément techniques, tout en omettant
d'essayer de montrer qu'au fond, il y a peut-être autre chose qui est cachée par ces éléments techniques. Alors, on a un certain nombre de travaux dans ma veine qui s'intéressent un petit peu à ces questions. Et alors, souvent, il dessine en creux l'existence de dimensions plus sociales, mais reste focalisé sur cette gouvernance par l'infrastructure. Et donc, ça, pour moi, laisse dans un angle mort, voire pour certains auteurs, je pense à Dupré, Ponceau et Servet, dans leur texte de 2015, ils nient explicitement l'existence de relations sociales et d'arrangements multiples, puisqu'ils réifient d'une certaine manière le contenu du white paper de Nakamoto, en expliquant qu'au fond, les seules relations ici entre acteurs ne seraient que des relations concurrentielles entre mineurs, et oblitèrent totalement, en fait, toutes les autres dimensions. Donc, mon but, c'est, encore une fois, de m'inscrire dans les travaux de Philippe Yelovluc, de Verne, Wang et de Musiani, Mallard et Meudel, 2018, il y a aussi un texte de 2014, qui, eux, aussi par la sociologie des sciences et techniques, rentrent dans ces questions de gouvernance. Alors, rapidement, on peut distinguer 3 types de gouvernance quand la littérature qui s'intéresse à ces questions distingue 3 types de gouvernance. La gouvernance avec, c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire comment les blockchains pourraient servir à gouverner une entreprise, à servir comme outil pour des organisations existantes. Moi, je vais surtout m'intéresser aux 2 autres, c'est-à-dire la gouvernance par l'infrastructure, qui recouvre d'une certaine manière le fait que, justement, le protocole régule et cadre des relations à travers le protocole et incite les parties prenantes à le suivre, et une gouvernance sur l'infrastructure plus sociale, politique, qui, elle, va en fait correspondre à la totalité des acteurs de l'écosystème qui vont déterminer le prix, la sécurité, mais aussi éventuellement discuter des évolutions potentielles à mettre en place sur ces protocoles. Et d'une certaine manière, c'est aussi là lié à mon institutionnisme monétaire et la sociologie des controverses, c'est que je donne une importance très grande aux crises, puisque c'est souvent lors de crises que se dévoile tant la monnaie que les crypto-monnaies. À travers une crise, on va pouvoir justement voir qui doit agir, comment ils agissent, quels sont le processus de divulgation des failles, est-ce que tout est transparent, est-ce que certains retiennent de l'information, quels sont réellement les pouvoirs qui existent des uns et des autres, est-ce que si certains ont des pouvoirs, est-ce qu'il existe des contre-pouvoirs, et n'oubliez pas, au sein des crypto-monnaies, on a un certain nombre de crises qui peuvent arriver, donc on peut avoir simplement des débats et des conflits communautaires concernant des évolutions protocolaires souhaitables, mais aussi des bugs, des failles, des attaques au niveau des codes protocolaires, ou même, si ça ne touche pas directement le protocole, des hacks ou l'exploitation de failles qui vont toucher des acteurs particuliers, mais des acteurs importants, peut-être systémiques au niveau de l'écosystème, et qui donc vont potentiellement remettre en cause la confiance qu'ont les acteurs dans le système. Je pense à des piratages de bourses d'échange, la défaillance de smart contracts ou la compromission de portefeuilles individuels. Alors, logiquement, je considère que ça, vous le connaissez bien, puisque si on est là sur les crypto-monnaies, vous devez savoir comment fonctionne Bitcoin. Je vous rappelle juste, ça c'est un schéma que je prends à Rauch et Hall 2018, complété par Bano et Hall 2017. Souvenez-vous toujours que le protocole, c'est 3 couches interdépendantes qui ont des relations hiérarchiques. Donc la couche protocolaire, c'est le plus important, puisque cette couche protocolaire, si on la fait évoluer, on va pouvoir en fait intervenir sur les règles au niveau du réseau. On va pouvoir effectivement changer le format des transactions et des blocs qui circulent entre les nœuds, donc on va toucher à la couche réseau, et on va pouvoir aussi éventuellement changer le format des transactions, ce qu'il y a à l'intérieur de la base de données. Donc d'une certaine manière, c'est important de le prendre en compte, puisque ça viendrait à donner l'idée qu'ici la seule gouvernance serait celle des acteurs qui maîtrisent le protocole, c'est-à-dire au fond des mineurs. Et si on en croit, encore une fois, les acteurs eux-mêmes, on devrait considérer que la gouvernance des crypto-monnaies aujourd'hui se résume à ce schéma. On a un pur protocole avec une gouvernance uniquement par l'infrastructure. On a bien entendu des mineurs, ça serait eux qui auraient la primeur, puisque c'est eux qui créent l'historique des transactions et qui suivent la totalité des règles du protocole, là où les nœuds complets d'une certaine manière, disposent de l'historique des transactions, mais ne font pas l'activité de minage. En fait, ils ne réalisent pas la preuve de travail. On
On a bien entendu d'autres acteurs, poules de minage, fermes de minage, et on aurait les nœuds légers, qui sont en fait des nœuds qui sont connectés à des nœuds complets d'autres intervenants, de tiers, comme on va le voir. Ici, ça introduit déjà des intermédiations. Et donc, on aurait une balance de pouvoir uniquement entre les mineurs et les nœuds complets, puisque les mineurs ne pourraient pas essayer de changer l'implémentation logicielle protocolaire sans l'assentiment des nœuds complets, puisque eux aussi devraient changer l'implémentation. Alors, mon but, c'est de montrer qu'il en est tout autre chose si on prend en compte la totalité des acteurs. Si on rentre justement dans cette gouvernance multidimensionnelle, on voit apparaître au fond plusieurs choses. Alors, on garde bien entendu la gouvernance par l'infrastructure. Hein. Le protocole lui-même définit un certain nombre de rôles et de statuts. C'est ce que je vous ai donné juste avant. Par contre, l'institutionnalisation de Bitcoin, la naissance et le développement de son écosystème a vu apparaître en fait d'autres acteurs qui vont jouer le rôle de tiers de confiance, le rôle d'intermédiaire financier, si je pense aux services marchands et aux services de passerelle, particulièrement les fournisseurs de portefeuille qui seraient custodiales, puisqu'ici ils ont à disposition comme un compte en banque, ils gèrent le compte en banque de leurs clients en crypto-monnaie. On a aussi les bourses d'échange hein, qui vont, elles, faire une passerelle entre l'euro, le dollar et les crypto-monnaies. On a d'autres acteurs, on a une tête importante aussi, c'est les médias et assimilés. On va avoir des médias spécialisés, des médias génériques. On a aussi des enseignants, des formateurs qui participent à former aussi les représentations des acteurs, renseigner les bugs, expliciter à des gens qui ont peu de connaissances techniques ce qui émerge des forums très techniques, puisqu'en fait, on a bien entendu dans chaque domaine des distinctions à opérer entre du capital culturel de très haut niveau, si je pense aux développeurs, par exemple, particulièrement aux développeurs de la couche protocolaire et aux développeurs core, qui sont eux ceux qui gèrent réellement et qui font évoluer les codes de Bitcoin. Ici, le code Bitcoin Core, on a un certain nombre, hein, ils sont 9, vous pouvez trouver ces informations sur Internet. La plupart d'entre eux sont financés d'ailleurs de manière bénévole par un certain nombre d'autres acteurs. On a des bourses, on a des mineurs qui peuvent financer certains développeurs freelance pour s'assurer qu'on a bien des personnes de qualité qui maintiennent les codes. On a aussi les utilisateurs finaux hein, qui délèguent une partie de leur pouvoir à des nœuds légers et aux opérateurs de ces nœuds légers. Ça va être les fournisseurs de services et assimilés. Donc voilà, on a bien entendu aussi les autorités de régulation dans toute leur diversité qui vont avoir un rôle puisqu'elles régulent déjà les services marchands et les entreprises qui se sont créées autour de cet écosystème. Donc, ce qu'elles décident et les nouvelles lois qu'elles pourraient mettre en place vont influer hein, sur les comportements des uns et des autres. Et donc voilà, on a bien l'idée qu'on a, en plus de la gouvernance par l'infrastructure, une gouvernance sur l'infrastructure qui donne naissance à des relations qui sont bien entendu hors chaîne et qui ne sont pas réductibles à des relations purement on-chain. Alors, il me reste 3-4 slides, je ne sais pas, je vois que j'ai déjà dépassé, je les fais pas. En fait, il faudrait garder un petit peu de temps pour les questions. Alors, je vais tout de suite interroger, est-ce que parmi nos auditeurs, il y a des questions? Christophe, je propose que peut-être Maël finisse la présentation et qu'on invite les auditeurs enfin à poser leurs questions dans le chat. Ah ben voilà. Super. Bon, qui permettra de récolter les questions pendant la fin de la présentation. Ça marche, merci encore, excusez-moi. Donc, effectivement, j'avais prévu d'essayer de mettre en image un petit peu ce modèle polycéphale, hein, cet hydre que j'essaye de faire apparaître à travers mon schéma précédent, à travers des crises. Alors déjà, je vous avais une petite chronologie des crises qui ne touchent que les codes protocolaires ici. Et donc, on a eu une multitude de crises. Alors, c'est illisible, hein, le but, c'est juste de vous montrer qu'il y en a eu un très grand nombre. Et vous voyez qu'il y en a en rouge. Celles en rouge sont des crises qui remettaient en cause profondément les règles consensuelles du protocole. La première, là, vous avez une émission de plusieurs millions d'unités de Bitcoin en dehors du cadre protocolaire. C'est un problème. Vous avez ici la naissance de 2 chaînes concurrentes. Et par exemple, à chaque fois, ici, vous allez avoir Satoshi Nakamoto qui va régler le problème tout seul. Ici, vous allez avoir des poules de minage qui vont
se coordonner non par concurrence, mais vont coopérer. On a bien une pool de minage qui va accepter de changer son implémentation logicielle, de s'asseoir sur la rémunération d'un bloc qu'elle venait d'enregistrer pour sauver l'homogénéité des comptes. Donc encore une fois, à travers ces crises nombreuses, on voit plein de choses apparaître. Une crise que vous connaissez sûrement, c'est le scaling debate sur Bitcoin, où là, vous aviez une profonde question sur l'évolution du protocole, hein, qui a touché tous les membres. Et ici, encore une fois, si les développeurs, puisqu'ils proposent et analysent les solutions, sont importants, on ne peut pas penser qu'il n'y a qu'eux qui agissent. Les bourses d'échange ont été fondamentales. Certaines d'entre elles ont fait du listing de futurs. Elles ont crédité sur leur compte des clients des futurs Bitcoin et son concurrent, juste pour voir, en termes de marché, laquelle de ces deux propositions allait fonctionner, ce qui va jouer un rôle en termes de price discovery. Les mineurs vont avoir des processus de signalement à travers les blocs qu'ils minent, ils vont pouvoir implémenter le logiciel, on a les nœuds complets avec une crise qui va les mettre au centre de l'analyse, on a les services marchands, les médias, et ici par exemple on a le texte de Philippi et Loveluck qui traitait un petit peu de cette crise, cette guerre civile, pour reprendre l'expression des membres de la communauté, et qui réduisait en fait ici au seul acteur, d'une certaine manière, développeur, ce qui se passait. Le texte était assez tôt, donc il n'avait pas vu le rôle des nœuds complets, hein, et un développeur qui a proposé un ultimatum aux mineurs. En fait, on a eu vraiment un rapport de force. Des mineurs ont voulu imposer leur vision. Les nœuds complets ont fait blocus. Certains utilisateurs finaux ont d'ailleurs fait des campagnes de boycott sur certains services marchands qui suivaient les mineurs pour souligner qu'ils ne voulaient pas suivre les mineurs. Bon, pour vous montrer qu'encore une fois, il y a eu des pouvoirs, mais aussi des contre-pouvoirs. Et à chaque fois, les deux solutions qui s'opposaient renvoyait ici à une dimension profondément politique. Hein. Qu'est-ce que ces acteurs entendent de la monnaie? Quelles solutions ils veulent voir arriver? Un autre cas d'étude, c'est le bug CVE 2018-1744. Il est moins grave, il touche un nombre beaucoup plus restreint de personnes, puisqu'en fait, c'est une faille qui ne touche que l'implémentation Bitcoin Core et Bitcoin Knot pour deux versions de ces implémentations, les versions 0.14 à 0.15, 0.14 à 0.15, bon, je précise pas, mais on pourra aller. Et donc ici, en plus, avec un double risque, les versions 0.14, elles, allaient cracher. Donc c'était simplement un risque d'attaque par déni de service. Ça aurait fait cracher certains nœuds du réseau, mais ça n'aurait pas remis en cause sa viabilité, sa pérennité. Par contre, a été découvert plus tard, dans le secret, un autre risque d'attaque pour les versions 0.15, qui là aurait permis en fait à un mineur d'émettre des blocs contenant des transactions dépensées deux fois. Et là, de fait, on aurait créé, en dehors du cadre des 21 millions d'unités de compte, des bitcoins en plus, et en plus, on serait on aurait contrevenu la règle de l'interdiction de la double dépense. Ce qui devient ici intéressant, c'est que cette faille a été introduite très longtemps avant sa découverte, plus de 2 ans. Elle relève d'une volonté d'optimisation, parce que dans l'institutionnalisation de ces processus d'évolution, souvent on distingue, les codeurs distinguent vraiment ce qui relève des règles de consensus. Ici, on va passer par une institution particulière, ce qu'on appelle les Bitcoin Improvement Proposals. Et puis pour tout le reste, ce qui ne serait vu que comme des petites optimisations du code, là, on va avoir des pull requests qui se posent sur les forges logicielles et puis les développeurs agissent. Et ce qui devient intéressant, c'est de voir que cette frontière qui est dessinée par les développeurs est pas si claire que ça, puisque derrière une optimisation peut se cacher en fait une faille qui viendrait, elle, à remettre en cause complètement le consensus. Bon, je passe. Ma conclusion, c'est surtout de vous montrer que oui, bien entendu, la gouvernance par l'infrastructure est fondamentale et elle définit un certain nombre de statuts et de rôles de membres de la communauté, mais qu'en aucun cas on ne devrait se limiter à comprendre uniquement cette gouvernance par l'infrastructure, qu'il faut aussi aller à étudier la gouvernance sur l'infrastructure, puisqu'ici, on va avoir une construction profondément économique, politique, sociale. On a des institutions, des conventions, des routines, qu'elles soient formelles ou informelles, explicites ou implicites. On a des procédures d'expression et de délibération, ce qui va permettre, bien entendu, de préserver la légitimité de l'ensemble du système. Et puis, encore une fois, je vais finir par cela. Attention, ce que je dis ici, ça nous permet de dire qu'au fond, si au niveau de certains sous-systèmes,
sur un forum, sur les forges logicielles, on a des acteurs qui formellement ont des pouvoirs particuliers. Les core développeurs ont un pouvoir de fusionner les pull requests. Ils ont un pouvoir de censure. Sur un forum, il y a des modérateurs. Au niveau du système dans son ensemble, par contre, il n'y a pas de pouvoir puisqu'il n'y a que de l'autorité. Il y a des contre-pouvoirs qui existent. Et donc, ça vous donne une gouvernance qui est dynamique et évolutive. Elle trouve des équilibres, mais ces équilibres ne sont jamais donnés une fois pour toutes parce qu'ils pourraient être remis en cause. Et là, il y a un risque important, c'est que cette gouvernance multicentrique, enfin polycentrique et distribuée, puisse être capturée par un ou des acteurs qui, de fait, s'arrogeraient des droits discrétionnaires exorbitants sur la communauté et le protocole. Merci beaucoup. J'ai été trop long, je suis vraiment désolé. Je me doutais que j'en avais trop préparé. Ça me ressemble. Non, mais c'était très intéressant, Maël, je te remercie. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le chat ou est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser des questions à Laura? Est-ce que je peux poser une question? Oui, Dominique, avec plaisir. Ok, bonjour à tous. Merci Maël pour cette présentation qui est vraiment très très intéressante. Pour répondre éventuellement à une des questions qui était posée par Olivier au début, il me semble qu'il y a dans ta présentation 2 slides qui me semblent très très intéressants. Le slide 19 qui montre un peu l'ensemble de l'infrastructure du Bitcoin avec les différentes couches, donc ce que tu as appelé la gouvernance par l'infrastructure et sur l'infrastructure, donc qui montre la complexité en fait de mettre en place un système de contrôle. Et si on passe au slide 22, il y a quelque chose de très intéressant que tu mets en œuvre, qui sont les acteurs clés par rapport au Bitcoin, de tous les gens qui interviennent en fait pour faire en sorte que l'environnement Bitcoin fonctionne tel qu'il est actuellement. Donc ça, je pense que c'est vraiment peut-être ces 2 slides-là qui peuvent permettre aux autorités de contrôle de se poser la question de comment éventuellement définir une stratégie. Donc ça, c'est ma première remarque et peut-être que tu peux répondre. Et je voudrais juste rajouter le fait que là, tu nous as bien présenté un ensemble de choses liées au Bitcoin, donc à la spécificité du réseau Bitcoin, et que bien évidemment, si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, on va avoir un schéma légèrement différent. Il me semble que, voilà, et on pourrait même aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir l'arrivée des proof of stake, on va se retrouver aussi avec des gouvernances assez différentes. Voilà, c'était juste un commentaire. Merci beaucoup Dominique. Oui, effectivement. Alors, mes schémas sont encore très simplifiés parce que j'ai essayé de les structurer encore plus, mais d'un coup, ça devenait complètement illisible. Et je savais que j'aurais jamais le temps de tout expliquer. Donc après, je pourrais même rentrer dans des intervenants importants. Je veux dire, si on prend par exemple le rôle qu'a les intermédiaires financiers, donc les bourses d'échange, les marchands, sur le prix du Bitcoin. On a aujourd'hui certaines plateformes qui prennent un poids considérable dans le processus de détermination du prix de Bitcoin. On pourrait aller regarder d'ailleurs quelle est la paire de trading qui détermine le prix du Bitcoin. Est-ce que c'est du dollar? Est-ce que c'est de l'euro? Est-ce que c'est un stablecoin? Donc voilà, on peut encore aller plus loin dans l'émiettement de la complexité. Et effectivement, mon but, c'est de bien montrer que quand on regarde l'ensemble du complexe, oui, si moi j'étais régulateur, alors je le suis pas, hein, c'est vrai que je me pose pas toujours cette question, enfin, ma question et mes problématiques sont pas directement liées comment on les régule. Mais de fait, il est clair que n'importe quel intervenant qui fait la passerelle entre de la monnaie nationale et de la crypto-monnaie, elle a déjà un enregistrement en termes d'entreprise, c'est une organisation, donc là, au niveau prudentiel et des régulations, on va pouvoir leur demander certaines choses. Une question qu'on pourrait poser, c'est est-ce qu'on va leur demander les mêmes règles que les autres intervenants bancaires et financiers traditionnels, ou est-ce qu'on va leur demander des règles supérieures? Parce que là, d'un coup, c'est vrai que je vois que dans la communauté, où certains économistes, particulièrement avec l'actualité aux États-Unis, soulignent qu'on est en train de demander aux acteurs de la crypto des règles beaucoup plus contraignantes que d'autres acteurs, comme MoneyGram ou ainsi de suite. Et là, effectivement, il y a toujours un risque, c'est qu'il va être très difficile de contrôler les acteurs individuels et le protocole.
Je pense qu'il y aurait peut-être une erreur, peut-être ce qu'a montré aussi la gouvernance d'Internet, hein, la STS ici, il y a des travaux très intéressants, c'est est-ce qu'on va essayer d'intégrer de la régulation directement dans le protocole? Je pense que c'est voué à l'échec, puisque le protocole, vous l'avez compris, n'importe qui dans sa cave peut en copier une version et la relancer. Donc, ça va être compliqué. Et à vouloir le faire, de toute façon, les acteurs vont très vite s'adapter. Là où, de toute façon, il est clair que l'État et les régulateurs ont toujours contrôlé les individus et les entreprises, les entités morales. Donc ici, qu'on demande des comptes aux entités morales, je trouve ça assez normal, elles font du business, ils s'inscrivent dans une économie, une société, et puis j'aurais tendance à penser, en tout cas je vois que certains acteurs du milieu le revendiquent aussi, ça pourrait être bien pour la gouvernance d'ensemble du Bitcoin. C'est parce que ça garantit un certain nombre de choses pour les détenteurs de Bitcoin. Quand je parle de gouvernance, par exemple, si je repars de manière très générale avec Simmel sur la monnaie nationale. La monnaie nationale, sa confiance, elle passe pas que par des régulations prudentielles ou de régulations financières. Elle passe aussi, par exemple, par un code de commerce qui permet de s'assurer que si j'ai fait une erreur en achetant un produit, j'ai le droit de me faire rembourser dans les 30 jours. La fameuse réversibilité des transactions. Ça assure, ça fluidifie la sphère de circulation monétaire. Et ici, les régulations pourraient, bien entendu, aussi permettre d'assurer, de rassurer les anticipations des acteurs et bien entendu les détenteurs de cryptoactifs. Alors, pour la deuxième question, effectivement, je me suis limité à Bitcoin parce que si je rentrais sur Ethereum, c'est encore plus complexe. Et c'est là où, au fond, sur Ethereum, ce qui peut devenir déterminant, c'est la distinction que j'essaie d'opérer dans une slide d'introduction. C'est que sur Ethereum, il faut toujours se méfier particulièrement avec le fameux DeFi, la finance décentralisée. Moi, je préfère le terme Open Finance. Ce qu'on va retrouver certaines caractéristiques, hein, c'est open source, bien entendu, les gens vont avoir accès au code, on met de l'argent dans un contrat, donc on peut regarder ce qui se passe. C'est comme si j'avais accès au code de ma banque, ça serait quand même intéressant, je peux voir ce qui s'y passe. Aussi ce que fait l'argent. Donc j'aurai accès à la totalité des transactions qui sont dans cette banque-là. Mais par contre, il y a souvent, et heureusement d'ailleurs, ce qu'on appelle des kill switch. On va avoir au niveau du smart contract une adresse particulière qui est dotée de droits exorbitants par rapport aux autres. Particulièrement en cas d'attaque ou en cas de bug, on va avoir cette adresse qui peut figer les comptes pour essayer d'empêcher que l'attaque se déploie. Alors, on a des volontés, on a comme d'habitude des diagrammes, on a plein de nuanciers entre la pure décentralisation et la pure centralisation. Et donc voilà, certains remplacent le kill switch. En fait, on a un kill switch, mais qui renvoie à une adresse multisignature. Où là, l'adresse multisignature, on rentre plus dans une décentralisation, puisque aucun acteur seul peut définir d'activer le kill switch, mais on va avoir en fait une majorité des signants qui doit être trouvée pour valider l'action à mener sur le smart contract. Donc encore une fois, oui, sur Ethereum, c'est beaucoup plus d'acteurs et il y a encore une fois à regarder précisément qui fait quoi, quelles sont les institutions, quels sont les acteurs. Alors, en plus, acteurs humains et non humains. Je suis en STS, un smart contract agit et fait agir. Donc, il faut aller regarder précisément les codes pour savoir justement quels sont les droits donnés aux uns, aux autres, parce que si on n'y va pas, on peut se retrouver à agir. Il y a des tokens aujourd'hui qui permettent à celui qui a créé le token de prendre la possession de tous les tokens émis. Vous croyez acheter un token, on vous l'a dit, ouais, c'est une crypto-monnaie, c'est décentralisé, c'est à vous. Et en fait, dans la nuit, vous avez une personne qui a tout pris. Bon, voilà, il y a une complexité accrue et il y a de la centralisation possible. Donc, au niveau de la réglementation et de la régulation, oui, toujours regarder qui fait quoi. Maintenant, c'est vrai que sur les crypto-monnaies, logiquement, il y a une gouvernance, mais elle est plutôt informelle. Et comme le premier intervenant l'a souligné, c'est vrai qu'il va être très difficile de souligner des responsabilités. Personne n'a explicitement, formellement de responsabilité. On ne peut pas accuser un développeur core d'avoir fait des bêtises. S'il a fait des bêtises, c'est que les membres de développeurs qui devaient revoir le code, il y a des clubs de peer review, hein, il y a vraiment je suis allé vite, il y a vraiment une multitude d'acteurs, chacun a son rôle. Et si une erreur a été introduite dans le code, par exemple, dans mon Bitcoin CVE 2017-144, la faille introduite, elle l'est par Matt Corallo, Bitcoin Core. Il est passé par une entreprise qui le finance, il est encore financé. C'est lui qui l'introduit et c'est à lui qu'on va demander de la corriger, parce qu'il est très compétent.
Il va contacter d'autres corps développeurs. Il va d'ailleurs contacter par une ligne sécurisée dans la nuit une pool de minage, slush pool, avec qui il a des relations de confiance, intuitu personae, on n'est pas dans de la simple coordination, on est de la coopération. Il demande à slush pool de vérifier les codes de son patch et de le lancer pour sécuriser un certain nombre de nœuds du réseau pour être sûr que au moins slush pool ne sera pas faillible au niveau de cette faille-là. Donc, encore une fois, oui, on peut aller beaucoup plus loin, mais difficile, si ce n'est impossible, sinon ça ne s'appellerait pas des crypto-monnaies, de trouver formellement des responsabilités chez les uns et chez les autres, puisqu'ils veulent conserver, je crois, une gouvernance implicite et informelle. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.